Chers amis, bonjour et bienvenue pour ce débat qui a pour thème aperçu sur l'hermétisme. Nous avons pour cela Françoise Bonnardel qui nous accompagne, Claude-Henri Roquet et Jacques Fabry. Je vais demander à chacun de vous de bien vouloir vous présenter, bien que nos téléspectateurs connaissent déjà certains d'entre vous. Françoise Bonnardel, honneur aux dames, à vous de vous présenter. Merci. Eh bien, écoutez, je suis professeure à la Sorbonne, où j'enseigne la philosophie des religions. Et je me suis intéressée à l'hermétisme à partir des années, disons, 80, où j'ai commencé à rédiger donc une thèse d'État sous la direction de Gilbert Durand, qui s'intitulait « Vision du grand œuvre en Extrême-Occident ». Et à partir de là, mon intérêt n'a pas faibli. J'ai publié à la suite de cela un certain nombre d'ouvrages. Disons que j'ai tenté, avec plus ou moins de succès, de réhabiliter l'hermétisme au sein de la philosophie, où il n'occupe pour l'heure qu'une place assez modeste. Certains de vos ouvrages que nous avons ici, je pense notamment à La Voie hermétique, paru récemment chez Derville, un très beau livre paru au PUF qui s'appelle Philosophie de l'alchimie, et puis Philosopher par le feu, je crois que nous en sommes déjà à une deuxième édition. C'est la deuxième édition. Augmentée et illustrée, avec de très beaux dessins. Merci Françoise Bonnardel. Maintenant je vais demander à Claude-Henri Roquet de bien vouloir à son tour se présenter. Je dirais que je suis écrivain. Et que la raison de ma présence parmi vous, ce n'est pas tant l'hermétisme sur un plan historique ou de sciences universitaires par exemple, que mon rapport avec la figure d'Hermès, que j'ai rencontré assez tôt dans ma vie, qui est reparu sous des formes diverses et qui m'importe, notamment, je dirais, dans son rapport ou dans mon rapport avec l'écriture, avec le déchiffrement, l'interprétation, donc la littérature aussi, et aussi avec la peinture, la figure d'Hermès, ce qu'elle signifie. Très bien, Claude-Henri Roquet. Vous oubliez de nous dire que vous êtes quand même agrégé de lettres et docteur en esthétique et sciences de l'art, et que vous avez commis une quarantaine d'ouvrages. Merci de le dire. Jacques Fabry, à vous maintenant de vous présenter. Eh bien, moi, je suis germaniste, professeur honoraire des universités. J'ai terminé ma carrière à l'université de Caen. Et comme mon ami Antoine Fèvre, je travaille sur les sources ésotériques et mystiques du romantisme allemand. Et j'ai notamment publié en 1989 une thèse d'État sur Johann Friedrich von Meyer, l'un des coéquipiers, dirons-nous, de Franz von Baader, Schelling et compagnie. En tout cas, toute cette naturphilosophie, bon, j'ai consacré à ce personnage une longue étude qui fait quand même presque 2000 pages, hein, c'est pas mal. En français. En français, oui. Oui. Et puis, bon, autrement, j'ai publié des articles et puis aussi quelques autres ouvrages, enfin sur des thèmes similaires. Donc, c'est pas directement sur l'hermétisme, mais plutôt sur l'ésotérisme au sens large du terme. Mais actuellement, je m'intéresse à l'hermétisme puisque je suis en train d'écrire un livre qui pourrait s'appeler, si l'éditeur en est bien d'accord, car ça c'est toujours difficile, qui pourrait s'appeler l'hermétisme, l'autre versant de la philosophie. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Très bien. Précisons simplement que pour nos téléspectateurs, Antoine Fèvre est professeur émérite de l'école pratique des hautes études dans la 5e section, la section des sciences religieuses, et qu'il a depuis très longtemps animé un cours qui s'appelle Courant ésotérique dans l'Europe moderne et contemporaine. Après cette présentation, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet que nous rappelons, aperçu sur l'hermétisme. Et le plus simple serait peut-être de définir cette révélation d'Hermès, ou ce que vous entendez vous-même par Hermès. Oui, moi je voudrais commencer, enfin situer le débat pour commencer, si vous êtes d'accord, sur le plan philosophique, en essayant de définir l'hermétisme comme une philosophie de la non-identité ou de la différence. D'ailleurs, dans le livre que je suis en train d'écrire, je me suis fondé sur un ouvrage que vous connaissez peut-être de Ralph Liedtke, qui s'appelle Die Hermetik, eine Philosophie der Differenz. Alors, bon, il essaie de montrer que, bien entendu, l'hermétisme est à l'opposé de la pensée rationnelle, enfin, disons, de la pensée
d'exclusion des contraires issus d'Aristote, n'est-ce pas? Où, bien entendu, une chose ne peut pas être son contraire, alors que précisément, dans l'hermétisme notamment, et en ésotérisme aussi, on constate au contraire qu'il y a une espèce de soudure, de liaison qui se fait entre des termes non identitaires et qu'on rétablit ainsi l'identité. Voilà. Donc je pense que c'est ce problème philosophique qui se pose. Je pense que Françoise Bonnardel nous en dira plus encore sur ce sujet. Voilà pour l'instant. Nous avons un point de vue philosophique. Françoise Bonnardel, quel est votre point de vue? Philosophique aussi. Philosophique aussi, très bien. Résolument philosophique. Mais je dirais que la question qui se pose d'emblée, me semble-t-il, à propos de l'hermétisme, qui est un corps de doctrine extrêmement composite, il faut quand même le rappeler, qui s'est sédimenté, disons, en gros, entre le 1er, 2e siècle avant et 5e siècle après, bon, dans son sens large, hein, j'entends l'ensemble des Hermetica, et pas simplement le Corpus Hermeticum, attribué donc à Hermès Trismégiste. Donc on a affaire à un corps de doctrine très composite, tant en ce qui concerne la qualité des textes, le style des textes et leur contenu, et que la première question qui se pose, me semble-t-il, c'est de savoir, et c'est une question qui préoccupe beaucoup les philosophes par rapport, je dirais, à une conception classique de la philosophie, est-ce qu'on a affaire justement à une philosophie au sens classique légué par les Grecs? Est-ce qu'on a affaire à une gnose? Étant donné que c'est une pensée qui s'est développée à peu près à la même époque que les gnoses qui se sont répandues dans le bassin méditerranéen, est-ce qu'on a affaire à une mystique? Certains vont même jusque-là, voire à une religion. Voire à une religion. Alors, je ne pense pas que nous ayons le temps, dans le cadre de cette émission, d'approfondir chacune de ces possibilités, mais il me semble qu'il y a dans l'hermétisme un peu de tout cela, et que la difficulté, c'est de retrouver une cohérence dans ce qui se présente quand même comme une sorte de syncrétisme. Donc il y a, je crois, une première difficulté méthodologique qui explique pour une part le relatif ostracisme des philosophes classiques qui ne savent pas par quelle boule prendre, n'est-ce pas? C'est pas vraiment une philosophie, ça a des accents mystiques, ça pourrait être une gnose, mais le problème c'est que c'est une gnose non dualiste. Et enfin, c'est une sorte de religion, il y a des adeptes, il y a des initiés, mais il n'y a pas d'église. Donc, il y a d'emblée, je crois, un caractère très spécifique de l'hermétisme antique, hein, je m'entends, je parle du corps de doctrine, qui fait que tous les chercheurs, je crois, multiplient les hypothèses à ce sujet et que l'on peut, me semble-t-il, arriver quand même à s'entendre sur un certain nombre de points, mais à partir d'une prise en compte de cette spécificité. Nous aurons l'occasion de développer tous ces points. En attendant, je me tourne vers Claude Henri Roquet, qui lui va peut-être, en tant que poète et dramaturge, nous présenter un côté peut-être littéraire de l'hermétisme, plus littéraire que philosophique peut-être. Oui, certainement, mais sans exclure, et pour cause, sans exclure la philosophie. Je ne sais trop que vous dire, j'ai envie de commencer par vous raconter, ou par évoquer ma rencontre avec Hermès. Parce que c'est comme ça, pour moi, qu'il faut prendre les choses. Cette rencontre, c'est grâce à Rabelais. Alors, bon, j'avais lu très tôt Rabelais, comme tout le monde, je dirais. Dans mes très jeunes années, j'avais fait un travail universitaire, un premier travail sur les noms propres chez Rabelais, avec le professeur Verdun-Saunier. Très historiciste, si j'ai bonne mémoire, mais très ouvert aussi à ce qu'un très jeune homme pouvait proposer comme lecture, peut-être un peu marginale aux préoccupations de l'histoire. Les noms propres chez Rabelais, oui, qui m'avait d'ailleurs mené à Cratyle. Bon, et puis un peu plus tard, il se trouve que j'ai enseigné à Montréal, à l'université de Montréal, et que je choisis de parler de Rabelais. Et alors là, je vais être discret quand même, mais j'allais dire, il m'est apparu que, et non d'une façon rationnelle, méthodique, si j'ai bonne mémoire, c'était au contraire sous le coup d'une fièvre, une vraie fièvre, de plus de 40 degrés, enfin, que la clé, ou l'une des clés de l'œuvre de Rabelais, c'était évidemment Panurge, c'était derrière Panurge, Hermès. Comme, je parle,
dire que c'est la seule clé possible, bien entendu, mais qu'on pouvait relire toute l'œuvre de Rabelais comme une allégorie d'Hermès, comme une mise en scène, comme un récit, comme un roman d'Hermès, et bien entendu, ça va au-delà de la littérature, ça engage, et c'est pourquoi je dis, sans exclure la philosophie, ça engage, sous forme de pantagruélisme ou autrement, un rapport avec la vérité et avec l'intériorité. Alors, ça a été la première étape, je vais m'arrêter là, sinon, éventuellement, pour dire à l'occasion, en quoi, de page en page, et presque à toutes les pages, on se dit, mais voilà Hermès, n'est-ce pas ? Quand on rencontre Panurge, par exemple, cette histoire drôle, n'est-ce pas, du couple amoureux, du couple de jeunes gens qui s'en va mesurer les lieux de France en partant de Notre-Dame. Et alors, au début, ils font l'amour chaque fois qu'ils posent une borne. Il ne faut pas oublier cela, n'est-ce pas? Alors, d'abord, les bornes sont très rapprochées, et puis, le temps passant, les distances s'allongent, n'est-ce pas? Voilà. Alors, c'est drôle. Mais quel rapport avec mille autres choses à côté ou dans l'œuvre? Salut à Hermès, évidemment, n'est-ce pas? De la même façon, l'histoire des moutons de Panurge, mais qui est le maître des troupeaux et porte sur ses épaules un bélier, par exemple? Qui déchiffre dans un anneau, n'est-ce pas, le message dit, amant faux, pourquoi m'as-tu quitté? Qui parle je ne sais combien de langues à celui qu'il rencontre jusqu'à parler un bon et clair français, comme celui que j'essaie de parler en son honneur. Bon, voilà, et il me semble que, par la suite, j'ai vu que cette intuition ou cette révélation, dont je me croyais le seul favorisé, eh bien, d'autres l'avaient eu, par exemple, un auteur allemand qui a écrit Panurge und Hermès, par exemple. Alors ça, je m'arrête là, mais mon premier contact, ma première rencontre, c'est ce rencontre tout intérieure, personnelle sur un plan littéraire. Et je dois bien dire avec prudence que tout s'est passé comme si Hermès, en personne, était venu un peu m'éclairer, voilà, et me guider, Et puis jusqu'ici, il ne m'a pas quitté. Alors cet Hermès guide, qui éclaire, qui est-il exactement? On le dit fils de Thoth, Hermès Trismégiste, on le dit 3 fois grand, 3 fois plus grand. Il y a différentes traductions quant à son nom. Pourriez-vous éclairer notre public quant à l'origine exacte de notre Hermès, finalement? Oui, j'aurais d'abord voulu poser une petite question à notre ami pour lui demander, alors Rabelais hermétiste, je veux bien, c'est d'accord, mais comment expliquez-vous, par exemple, qu'il se moque de Cornelius Agrippa en l'appelant Herr Trippa, je ne sais plus si c'est dans le Pantagruel ou dans un autre ouvrage. On a l'impression qu'il se moque des occultistes et des ésotéristes et des hermétistes. Alors c'est assez étrange. Qu'en pensez-vous? Dois-je répondre? Parce que je ne voudrais pas... Si, je vous en prie, Claude-Henri Roquier, allez-y. Ben, voilà, alors ça, c'est un des aspects de Rabelais qui est de tenir un discours mi-figue, mi-raisin, et les Anglais disent avec la langue dans la joue, n'est-ce pas? De la même façon, par exemple, on est tenté de dire que la substantifique moelle, c'est une façon de tromper son monde, quoi, enfin d'un nom comme un bonimenteur, finalement. Donc, la question que vous posez renverrait à la question du sérieux, ou du demi-sérieux, du masque. Est-ce que son livre, c'est un silène, etc. Alors, mais... vous me posez une question qui dépasse mes compétences. J'ai envie de vous dire, quand on voit par exemple les images de l'alchimie, qui sont indubitables, qui sont littérales, je dirais, chez Rabelais, chez Bruegel et chez Bosch. Mon excellent ami Claude Métras, qui était un Hermès, et je veux dire, qui aimait les rencontres et la belle parole. On a eu je crois une fois un entretien sur Bosch. Pour lui, Bosch était au fond, disons entre guillemets, un hérétique du côté des frères du libre esprit. Pour moi, non. C'est un catholique orthodoxe qui dénonce l'hérésie. On voit déjà la bifurcation vraiment entre deux versions. Donc, il y a chez ces peintres-là une image de l'alchimie sur laquelle il faut s'interroger pour savoir si c'est la bonne ou la mauvaise alchimie, une caricature de l'alchimie. Je dirais qu'il faudrait, par analogie, regarder de quoi il se moque exactement. Mais aussi bien, je ne suis pas sûr du tout qu'il y ait un vrai rapport de Rabelais à l'alchimie. Il y a un vrai rapport à Hermès. Oui.
si vous voulez, dans la mesure où Hermès est un patron des voyages et des livres de voyage, bon, mais aussi parce que une des questions fondamentales de Panurge, à travers la question est-ce que je me marie ou non, mais qui a peut-être un autre sens que le sens immédiat, c'est de poser la question et de savoir comment on y répond. En quoi c'est très philosophique. Comment j'ai réponse à la question que je pose. En ce sens, il est hermétique. En ce sens, il me semble que, c'est une petite parenthèse, que quand Foucault a parlé de Rabelais, il ne l'avait guère lu, n'est-ce pas, ou il l'avait lu à travers Borges, peut-être, mais sans voir à quel point Rabelais est philosophe. C'est-à-dire philosophe au sens où il s'agit de la connaissance de la connaissance. Voilà. Donc je ne réponds pas trop à la question que vous posez sur sa moquerie, mais il est au cœur de cette renaissance où on se dit quel rapport on a avec la vérité et comment sait-on que la réponse est véridique. Et au fond, c'est pas seulement Hermès qui est mis en scène avec le bélier, etc. C'est la question du savoir et du langage et de l'écriture. Du sens. Et du sens, bien sûr. Soyez vous-même interprète de votre entreprise, dit Ladie Bouteille. Donc, pour ma part, je laisserai de côté le rapport avec l'alchimie et les moqueries envers les confrères alchimistes, si je peux dire, pour voir qu'il s'agit d'une autre approche de l'alchimie. Vous le dites, la question du sens. Non, mais le rapport à l'alchimie est complexe d'ailleurs, parce que je crois qu'on ne peut pas brûler les étapes. La question de l'hermétisme et celle de l'alchimie sont deux questions à la fois connexes, et en même temps, on ne peut pas d'emblée les superposer et considérer qu'il s'agit de la même chose. Donc il me semble que, si vous voulez, en ce qui concerne Hermès, on retrouve les mêmes difficultés en fait rencontrées dans les écrits qui lui sont attribués, à savoir que c'est un personnage mythique, c'est un personnage divin, mais composite, là encore, en tout cas la postérité attribuée à Hermès va le montrer, en ce sens que c'est un mixte entre certaines attributions de l'Hermès grec et latin, dieu des voyages, dieu du commerce, médiateur entre les hommes et les dieux. Ça, je crois que c'est quand même très important, parce qu'on va retrouver ça dans le rapport ciel-terre, qui est le fondement même de la doctrine hermétique. Mais en même temps, on a souligné la parenté avec le Thoth égyptien, bien sûr. Et là, le rapport à l'alchimie s'esquisse beaucoup plus qu'avec l'Hermès gréco-latin, puisque le Thoth égyptien est supposé être l'inventeur des arts occultes aussi. C'est le guide des morts, c'est le psychopompe dans l'au-delà. Donc il y a déjà des attributions beaucoup plus spirituelles, si on peut dire. Et enfin, va apparaître ce mage oriental, n'est-ce pas, affublé de cette houppelande et de ce turban, comme la plupart des sages orientaux, ou tout au moins de l'image qu'on s'en fait. Et là, c'est l'image, au fond, que les hommes, entre le 13e, 14e et 17e siècle occidental, vont se faire du trismégiste, c'est-à-dire de celui à qui on attribue l'ensemble des hermética, qui serait un mage oriental, qui serait un sage, détenteur d'une sagesse primitive. Donc, même si tout ça a été démenti, effectivement, après, par Casaubon, au XVIIe siècle. Mais voilà, je crois qu'on a affaire à un personnage. Et je dirais, pour ma part, plus je réfléchis là-dessus, plus je crois que, au-delà des habits, de l'habillage, des personnages à travers lesquels on le perçoit, il y a un esprit. Et c'est ce que Jung, à mon avis, a magnifiquement vu. Il y a l'esprit Mercure. L'esprit Mercure, qui permet d'ailleurs de faire un lien entre l'hermétisme antique et l'alchimie, puisque les alchimistes se recommanderont tous d'Hermès. Mais en fait, un Hermès qui n'est jamais tellement bien défini. Dans l'iconographie, c'est tantôt le mage oriental, tantôt c'est parfois le dieu gréco-latin, parfois Thoth, etc. Donc, je pense que cette question de l'esprit Mercure me paraît de plus en plus importante. C'est un esprit, c'est un état d'esprit, c'est une manière d'aborder le monde, c'est un parti pris, je dirais, en faveur de la métamorphose des choses, plutôt que, comme vous le disiez, leur identité fixe. Et il me semble que, en tout cas pour nous, philosophes, c'est par ce biais que l'on peut, à mon sens, rattacher la gnose, la mystique, enfin tout ce qui est attribué à l'hermétisme,
avec une réflexion philosophique. Alors on le verra, l'hermétisme, la gnose, tout est apparu quasiment en même temps. Pour le public, même un public averti, l'art d'Hermès, c'est l'alchimie, on aura l'occasion d'y revenir. On dit que le Trismégiste, ça voulait dire aussi qu'il était venu 3 fois en Égypte et qu'on l'avait reconnu. Donc quel est votre avis, Jacques Fabry, sur ce point-là, sur cette origine d'Hermès, avant de passer à ce qu'est l'hermétisme exactement? Alors sur les origines, là, je ne sais pas trop quoi répondre, puisque si l'on en croit par exemple René Allot, l'alchimie elle-même viendrait surtout des faiseurs de feu, des métallurgistes, enfin en tout cas une technique qui a trait à tout ce qui tourne autour des métaux et du feu. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec le grand sage oriental? Ça, je ne saurais le dire. Mais il faudrait peut-être rappeler, je vais sans doute là enfoncer des portes ouvertes, mais rappeler quand même que si l'hermétisme est une gnose hermétique, gnose au sens du grec gnosis, c'est-à-dire une connaissance finalement suprême, une connaissance, oui, divine presque, c'est tout de même très différent du gnosticisme qui admet que le Dieu, le véritable Dieu, ne s'occupe pas des mortels, c'est un démiurge qui a créé le monde. Ce démiurge est mauvais, donc le monde est mauvais, il faut le fuir. Alors que dans l'hermétisme, semble-t-il, il y a un optimisme foncier, et même un dynamisme extraordinaire. Le nous Dieu est véritablement quelqu'un d'enthousiaste et qui englobe toute sa création. Là, je crois que c'est important de le dire, pour bien différencier gnose hermétique et gnosticisme. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, de ce point de vue, ce n'est pas un dualisme. Je le disais déjà tout à l'heure, ce n'est pas un dualisme, c'est au contraire une doctrine qui cherche à réunir les opposés, à faire circuler les choses en permanence entre le ciel et la terre, dans une perspective de transformation, mais néanmoins, et c'est un point qui tout de même justifie l'appellation de gnose, comme vous le disiez, c'est une connaissance suprême, c'est une connaissance révélée et salvatrice. Donc il y a un salut par la connaissance et par une connaissance révélée. Bon, ce qui d'ailleurs pose problème par rapport à l'alchimie, qui tendrait d'ailleurs à dissocier, ou en tout cas, et c'est la raison pourquoi Allot a cherché des origines différentes à l'alchimie occidentale, du côté des Kabirs, des théurgies, des théurges. Mais je crois que cette dimension révélée et salvatrice est importante. Cet Hermès Trismégiste, il a une tradition, il y a sûrement une transmission. Certains traduisent le mot, notamment les Anglais ont 2 mots pour traduire le mot hermétisme ou herméticisme. Est-ce que vous pourriez peut-être, pour nos téléspectateurs, donner votre version de cette différence de ces termes, de même qu'Antoine Fèvre, oui, lui aussi parlait d'hermétisme et d'hermésisme. Donc il y a quand même des petits points qui peuvent éclairer nos auditeurs et nos téléspectateurs. Je ne voudrais pas évidemment trahir la pensée d'Antoine Fèvre, mais je crois qu'il appelle hermésisme, vous me direz si vous êtes d'accord, précisément ce qu'il appelle l'ésotérisme, c'est-à-dire tout ce grand mouvement intériorisé, cette connaissance par l'intérieur des choses, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'hermétisme, mais donc c'est ce grand courant immense qu'il appelle hermésisme, alors que l'hermétisme se rapporterait davantage à l'aspect alchimique. Ou philosophico-alchimique, disons. Voilà, je crois. L'hermétisme, c'est le corps de la doctrine d'Hermès, je crois, oui. L'hermésisme, c'est vraiment, il englobe toutes ces doctrines un vaste courant que l'on peut retrouver dans les pratiques et les croyances. C'est du moins ce que dit notre ami Antoine Fèvre, je ne sais pas si Françoise... Oui, non, moi je suis tout à fait d'accord avec la terminologie qui a été mise au point par Antoine Fèvre. J'ajouterais peut-être, et nous en avons d'ailleurs parlé souvent avec Antoine, qu'on pourrait qualifier d'hermésien tout ce qui se rapporte à Hermès, et en particulier des aspects beaucoup plus modernes et contemporains d'une pensée que je qualifierais pour ma part d'hermésienne, c'est-à-dire qui s'inspire de la pensée hermétique, qui en véhicule et qui en transmet l'esprit, sans référence obligée au corpus. Oui. Je crois que là, il y a toute une mouvance à laquelle je me suis pour ma part beaucoup intéressée, parce qu'on ne peut pas dire qu'à part dans des groupes initiatiques spécifiques, il y a une transmission de l'hermétisme. La maçonnerie, à l'évidence, a intégré
des données fondamentales de l'hermétisme. Mais il me semble qu'il y a une transmission plus ou moins initiatique, parce que je crois que le mot d'initiation lui-même est un terme qui veut tout dire et rien dire. Mais il y a eu une transmission de l'hermétisme à travers la poésie, à travers la littérature, Rabelais et beaucoup d'autres, à travers la musique même. Hein. Il y a de l'hermétisme dans les opéras de Wagner, ça c'est incontestable. Donc, oui, il y a au moins 2 termes, si ce n'est 3. Me semble-t-il. Mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec la terminologie d'Antoine Fèvre qui affine les approches. Je voudrais revenir, pour l'approuver, sur ce que disait Françoise Bonnardel en définissant Hermès comme un esprit. Alors je sais bien que ce mot d'esprit est assez large, mais tel qu'il est, je pense qu'il convient tout à fait pour définir certains rapports, un certain rapport qu'on peut avoir avec cette, je disais, figure, personnage, cette figure, mais avec cet esprit. Qu'est-ce que c'est que cet esprit? Ou l'esprit, c'est ce qui anime, hein, c'est ce qui conduit, qui relie aussi, qui relie. Ça, cette fonction. Donc je reviens là-dessus parce que je ne l'avais pas entendu dire, ni lu, je crois, et cette définition de Mercure comme esprit nous fait avancer, je crois, dit quelque chose de très éclairant. J'ajouterai ceci, et vous me direz si vous en êtes d'accord, Françoise. Je pensais, dans l'autobiographie de Jung, à ce moment étonnant, où tout d'un coup, si j'ai bonne mémoire, Jung s'arrête devant cette question, et toi, quel est ton mythe? Et il se trouve interloqué sur le moment, et je me dis que chez les créateurs dont vous venez de parler, et beaucoup d'autres évidemment, même certains qui ne s'en avisent guère, ne se déclarent pas enfants ou fils d'Hermès, et chez beaucoup de créateurs, l'œuvre peut s'expliquer, s'interpréter par une rencontre personnelle, une rencontre privilégiée, une rencontre créatrice entre une figure de la mythologie, d'un mythe. Ce qui fait que j'ai le sentiment que, par exemple, chez nos contemporains, beaucoup ont pour mythe de création, disons, pour mythe comme modèle intérieur, comme référence intérieure, Orphée. Et d'autres, plutôt Hermès. Et je me demande même s'il n'y a pas là une espèce de distinction, bien qu'il m'est arrivé de lire que, à certains égards, Orphée et Hermès peuvent un peu se conjoindre. Parfois même Dionysos. Oui. Chez Nietzsche, par exemple, le Dionysos est très proche d'Hermès par certains de ses attributs. Oui, tous ces personnages sont plus ou moins interchangeables, finalement. Et alors, j'ajouterais quand même sur le mythe, ça nous amènerait à dire, mais qu'est-ce qu'un mythe personnel? Qu'est-ce qu'un mythe au sein d'une œuvre, ou même au sein d'une vie? Non pas mythe comme élément de mythologie, mais comme figure révélée à soi-même ou inconsciente, ou à demi consciente, qui nous dirige, qui nous anime, n'est-ce pas, qui nous construit aussi finalement. Ce que j'ajouterais, c'est que le mythe ne signifie pas, bien entendu, l'absence de rapport à la vérité. Il me semble qu'un auteur chrétien, par exemple, peut rencontrer cette espèce de contradiction en un premier temps, de dire je suis lié à Hermès et je suis évidemment lié au Christ. Mais il me semble bien que Dante dit Christ, mon Orphée, n'est-ce pas aussi. Donc si vous voulez, il y aurait peut-être à envisager le rapport entre la figure d'Hermès comme voile païen ou antique ou fabuleux d'une figure tout autre, hein, ou d'un esprit tout autre, qui est le Christ. Et de la même façon que le labyrinthe dans les cathédrales n'est pas le labyrinthe purement grec, disons, sa place même le désigne autrement, de la même façon, il me semble que le rapport, et je pensais tout à l'heure, vous parlez de l'image du sage oriental, je pensais, si j'ai bonne mémoire, au pavement de la cathédrale de Sienne. Donc, il y a un Hermès chrétien, et bien entendu, un hermétisme chrétien, mais il y a aussi peut-être, pour certains esprits, un rapport ou un cheminement entre la figure très composite, vous l'avez dit, d'Hermès, l'essence d'Hermès pour un chrétien qui serait le Christ, qui lui aussi descend aux enfers. C'est d'ailleurs pour cela, à mon avis, qu'il n'y a pas d'antagonisme, que l'hermétisme, à mon sens, ne se situe pas sur le même plan
que les grandes religions révélées, mais qu'il accomplit, là encore, sa tâche médiatrice. Et c'est d'ailleurs la raison, à mon avis, pourquoi Jung s'est reconnu, lui aussi, dans la figure d'Hermès, parce que Jung a toujours très clairement distingué la tâche qui était la sienne en termes psychologiques, disons une psychologie ouverte à la fois sur les profondeurs de l'inconscient et par les archétypes sur, disons, vers une ouverture spirituelle. Et à cet égard, Hermès est le conducteur. Il est celui qui relie des plans qui, sans lui, seraient restés séparés. C'est quelque chose qu'avait montré Héliade, qu'a montré admirablement, il faudrait aussi le rappeler, Gilbert Durand, bien sûr, sans qui, pour ma part, je ne me serais probablement pas intéressée à l'hermétisme. Il a été un pionnier, là encore, en disant de façon tout à fait contemporaine à Antoine Fèvre. Je pense que c'est cette tâche de médiation qui est propre à Hermès et qui, à cet égard, est appelé, à mon sens, à jouer un rôle absolument indispensable dans un monde éclaté comme le nôtre. C'est-à-dire que l'hermétisme me paraît capable de restaurer un certain nombre de liaisons qui ont été brisées pour des raisons diverses au cours des siècles derniers. Donc vous voyez, ça rejoint tout à fait ce que vous dites, mais je pense important d'insister sur cet aspect de la figure d'Hermès. Mais vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de dualisme dans l'hermétisme. Oui, en apparence, mais bon, je voudrais là essayer justement de rattacher la figure d'Hermès directement à l'alchimie en rappelant ceci. Bon, bien entendu, Hermès, Mercure, donc c'est le vif argent, fugace, fugitif, il est partout et nulle part, il fuit, il est fluide, et puis en même temps, il est aussi l'hermaïon ou les hermaïas, c'est-à-dire des pierres. Là, c'est vraiment la pierre déjà philosophale qui est fixée. Il est donc à la fois fixe et volatile. Il est donc le solve et coagula. Il est donc bien manifestement alchimiste, ou alchimique, dirons-nous. Moi, il me semble que là... Oui, là, je pense qu'on anticipe quand même un peu sur la logique de l'alchimie, parce que la figure grecque, enfin, les pierres dressées, etc., étaient surtout des bornes, des repères. Mais il est vrai que ce que les alchimistes appellent le mercure double est l'image du fixe et du volatile réconcilié. En tout cas, c'est le dépassement des opposés. Vous avez tout à fait raison. Bien sûr. Est-ce qu'Hermès peut-il être considéré aujourd'hui comme le père de l'ésotérisme moderne, finalement? Puisque dans l'hermésisme, on peut aussi inclure la Kabbale chrétienne. La plupart des formes, on parlait de musique, on parlait aussi de peinture. Est-ce qu'il n'a pas été un élan ou une façon d'insuffler, en passant par la Renaissance, une sorte d'ésotérisme moderne, bien qu'ancien, être un point de départ une relance de tout ce qui pourrait être de courants ésotériques cachés? Moi, je dirais oui, parce que c'est le grand initiateur. Il a tout inventé, il a tout créé, tout fait. C'est bien lui qui était à la base de toute cette culture, aussi bien orientale qu'occidentale, si l'on veut. Alors, bien entendu, Hermès est partout, me semble-t-il. Qu'en pensez-vous, Françoise? Je crois que la caractéristique de l'hermétisme est une pensée de la métamorphose. Ça, je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Et la transmutation des alchimistes, ça n'est jamais qu'une des figures de la métamorphose, de la même que l'initiation, dans un cadre maçonnique par exemple, mais pas seulement, c'est une manière de vivre dans une âme et un corps la transformation initiée justement par un enseignement particulier qui, en général, entretient des liens très forts avec l'hermétisme, justement. Mais il me semble que la figure d'Hermès, et je reprends là des analyses de Gilbert Durand, qui a été un des premiers, effectivement, à souligner ce point, c'est que Hermès est à la fois jeune et vieux. C'est-à-dire où il n'est ni jeune ni vieux, si vous voulez. En ce sens que l'initiation qu'il instaure, c'est le rajeunissement par excellence. Donc, c'est la réappropriation du temps dans une perspective nouvelle. L'alchimiste pourrait vous dire que c'est l'élixir de jouvence, finalement. Oui, mais ça, c'est le but ultime, c'est le fruit de la quête philosophale.
Mais il me semble que ce qui est intéressant dans la figure d'Hermès, et je le découvre pour ma part de plus en plus, c'est qu'il propose à la fois une herméneutique et donc une lecture de l'histoire, d'un ensemble de textes différents. Il la propose dans une perspective de dépassement des oppositions. Et je vois pour ma part dans la figure d'Hermès, et je relis en ce moment Abellio pour un colloque qui va se dérouler la semaine prochaine, à savoir que, justement, il nous propose, me semble-t-il, un dépassement de l'opposition tradition-modernité, entre autres. Il est éternel, Oui, il nous propose une clé de transformation qui nous permet d'en finir avec ce ressassement. Si on s'intéresse à la tradition, on n'est pas moderne, et si on est moderne, on doit tourner le dos à la tradition. Or, il me semble que la figure d'Hermès est une figure, à cet égard, absolument fondamentale et réconciliatrice, mais pas dans le sens d'une espèce de consensus bâtard, n'est-ce pas? Il est réconciliateur parce qu'il est initiateur. On reviendra sur les aspects d'Hermès, sur ses écrits, mais aujourd'hui, dans notre époque postmoderne, alors finalement, il est au cœur, peut-être sans le savoir ou sans que nous l'ayons découvert, il est au cœur de la littérature, de la peinture, de ce que les gens cherchent aujourd'hui au plus profond d'eux-mêmes. Il semblerait même qu'il soit au cœur de la physique quantique. Oui, puisque dès 1930, je pense, notamment Erwin Schrödinger et quelques autres, ont montré qu'il n'y avait plus d'identité dans le monde quantique. Nous avons des champs, mettons un champ magnétique, et comme disait Schrödinger, si l'on met un chat vivant au septentrion et un chat mort au midi, on ne peut pas savoir lequel est mort et lequel est vivant. On ne peut pas savoir non plus si une porte est ouverte ou fermée. Mais Hermès dit la même chose partout. Il a toujours un discours double qui montre qu'il n'y a plus d'identité au sens où Aristote l'entendait. Qu'en pensez-vous? Disons qu'il y a plus de principe d'identité, effectivement, au sens aristotélicien. Cela dit, je pense qu'il faudrait quand même être moins catégorique en ce qui concerne Aristote, qui tend à devenir un petit peu le bouc émissaire des hermétistes. Bon, il y avait déjà, souvenez-vous par exemple du livre d'Allendy dès les années 30 sur Aristote, ce traître, etc. Je pense que Hermès nous enseigne la nuance et qu'il faut aussi nuancer ce qui est dit d'Aristote. Il y a des éléments chez Aristote. Il ne faut pas oublier que la théorie des exhalaisons, par exemple, on la trouve chez Aristote et elle est à la base de l'embryologie alchimique, que la mutation des éléments chez Aristote, même si elle ne prend pas la même signification que chez Empédocle ou Héraclite, est néanmoins présente. Il est certain que les alchimistes ne s'y sont pas trompés, ils se recommandent beaucoup plus d'Héraclite ou d'Empédocle que d'Aristote. Enfin bon, on n'est pas là pour parler d'Aristote simplement. Il y a effectivement un dépassement du principe d'identité, c'est-à-dire une chose est ce qu'elle est. Une chose est ce qu'elle est, ça veut dire qu'elle n'est pas susceptible d'être transformée. Donc une pensée de la métamorphose ne peut pas se contenter du principe d'identité. Ça, on est bien d'accord. Bon. Maintenant, quant à savoir quelle est la logique qui préside à cette dissolution-coagulation, ça, je crois que c'est une question très compliquée. Je pense que Jung a vu juste quand il a fait intervenir une quaternité, à savoir qu'effectivement, et il rejoint de ce point de vue-là les perspectives du Yiking, par exemple, et la pensée chinoise en général, il y a toujours un double mercure et un double soufre, et c'est par un croisement de ces quatre pôles que l'on obtient la quintessence. Donc, les alchimistes, puisqu'on parle d'eux maintenant, ont mis en place effectivement une logique complexe, mais qu'il ne faudrait pas ramener de façon un peu rapide et simpliste à la fameuse coincidentia oppositorum. Parce que quand on a dit coincidentia oppositorum, on a dit quoi? Je veux dire, tant qu'on n'a pas reconstitué le processus par lequel les opposés effectivement se marient alchimiquement, ce qui veut tout dire, eh bien, on n'a pas compris véritablement ce qui se passait.
Donc je crois que le cœur de la réflexion alchimique, il est dans le mariage chimique, dans cette quaternité, ce dédoublement du soufre et du mercure qui permet à la transmutation d'avoir lieu. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je dirais en étant peut-être un petit peu plus nuancé sur Aristote et d'autre part en prenant en compte aussi dans sa complexité la logique qui est celle de la transmutation. Oui, oui. En effet, il ne faut pas tirer à boulet blanc ni rouge. Blanc ni rouge, sur ni noir, Aristote, il a quand même dit, je crois, dans sa métaphysique, que les animaux ont une âme, les plantes ont une âme, etc. Oui, une âme sensitive, une âme minérale, etc. Extraordinaire. Là, il était très grand poète, Aristote, je trouve. Claude-Henri Roquet, vouliez-vous peut-être intervenir sur ce 21e siècle? Oui.